Salut Nicolas. Salut Charlotte. Écoute, je suis ravie de te recevoir pour ce podcast. En plus, on avait déjà fait, ça vient de me revenir, un épisode de podcast ou de vidéo ensemble, mais dans l'autre sens. C'était toi Oui, qui t'es m'interviewais. venu sur le syndrome de la page noire, le podcast que je faisais. C'est ça. Et donc, on avait déjà échangé, mais cette fois-ci, c'est toi qui viens sur le podcast Postadem. Donc, bienvenue. Content de t'avoir ici pour discuter. Alors, on va partir sur des sujets un peu de philosophie, dev perso. Je sais pas comment on peut appeler ça. D'ailleurs, ça peut être un peu la première question que je vais te poser. Mais Mhm, c'est suite à la sortie de ton livre Tu vas mourir et tant mieux. tout à fait. Hashtag ambiance. Et c'est de ça qu'on va discuter, puisqu'en plus, c'est sous-titré 12 principes pour mieux vivre sa vie. Et en fait, moi, j'ai envie de discuter avec toi de ce sujet pour les auditeurs de Postadem et sur le lien avec la reconversion. D'ailleurs, je me demande si on pourrait faire un lien avec 12 principes pour mieux vivre sa reconversion, parce que c'est un petit peu Mm, lié les deux. Donc, mm. à voir, à discuter. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on va discuter sur le podcast aujourd'hui. Et du coup, ce que je te propose déjà pour que tout le monde ait le contexte et sache qui tu es, avant de commencer, c'est que tu te présentes qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait avant. Tu as champ libre pour te présenter. Je sais pas qui je suis, mais en tout cas, comment j'ai été amené à ce livre, c'est parce que en vrai, depuis que je suis petit, je suis fasciné par comment on peut mieux vivre sa vie, parce qu'en vrai, je pense que c'est un truc qui s'apprend comme tout le reste. Alors, tout ne s'apprend pas, mais un truc qui s'apprend. Du coup, j'ai beaucoup lu de dev perso pour le coup. J'ai fini par me dire que le dev perso, c'était en vrai un remarketing de la philosophie. Tu te demandais est-ce que c'est la philo ou le dev perso. En vrai, je pense que c'est parce que on imagine souvent la philosophie un peu comme les trucs un peu avec des mots compliqués, etc. Mais il y a des philosophies très pratiques. Quand tu lis des philosophes romains, par exemple, tu lis Sénèque. Sénèque, c'est écrit il y a 2500 ans. C'est très pratique, hein. C'est écrit j'ai dans un français. En vrai, c'est un latin, mais c'est traduit. Mais écrit dans une langue, en fait, très facile à comprendre, très pratique, très opérationnel. Et dit des trucs du style, voilà, on passe trop de temps à gaspiller du temps, plutôt que de faire ce qu'on veut. Il te dit enfin, des trucs très très opérationnels. Donc pour moi, la philosophie, ça doit être opérationnel. Et peut-être la différence que je fais avec certaines branches dev perso, c'est que j'essaye d'ancrer le propos dans un truc scientifique. Parce qu'en fait, si on revient à mon parcours, moi, à la base, j'ai été élevé dans le christianisme. Et donc, j'étais élevé dans un truc très religieux. Et quand j'ai christianisme, c'est vraiment les protestants, donc l'évangélisme. C'est je vais dire radical, peut-être pas radical, mais en tout cas, c'est vraiment la religion. On y allait tous les semaines, j'y croyais à fond, etc. Et en fait, j'ai plutôt, du coup, dans ma vie, un besoin d'émancipation. Et le fait de pas écouter sur parole des choses externes. Je suis pas sorti de la religion pour retrouver une autre religion. Et d'ailleurs, pour en parler, mais c'est ce qui aussi me chiffonne dans certains concepts dev perso, qui en vrai sont des concepts juste de la religion sans le dieu. La loi d'attraction, pour moi, c'est juste, t'as remis un dieu, tu l'as appelé l'univers, tu vois. Donc j'ai un peu cette obsession d'émancipation, et dans ma vie, je suis enseignant, donc j'enseigne le recrutement majoritairement. Et pareil, pour la même raison, parce que j'ai envie d'essayer d'aider les gens à s'émanciper. Je crois vraiment que tout irait mieux avec plus d'émancipation. Souvent, les gens te parlent d'éducation, mais je dirais plus émancipation qu'éducation. Parce que dans l'éducation, je trouve qu'il y a un truc un peu méprisant de, voilà, les gens ils sont cons, on va les éduquer et quand on les éduquera, ils seront mieux, tu vois. Quand t'es pas d'accord, tout le monde a l'air con par rapport à toi, tu vois. C'est toujours pareil. Il y a une phrase que j'adore, c'est quand tu parles avec un con, peut-être qu'il fait pareil, tu vois. Donc c'est plutôt l'émancipation, donner à chaque individu les instruments pour être libre. Les anglo-saxons ont un mot que j'adore, c'est empowerment, l'empouvoirment peut-être qu'on pourrait dire. Voilà, comment tu fais pour donner de l'empouvoirment aux gens. Et ça passe par l'éducation, mais l'éducation qui justement cherche pas à embrigader. Moi, un truc, je finis là-dessus. Là, j'ai une école du recrutement, donc avec ma boîte, avec l'entreprise qui m'emploie, ou dont je suis prof. Et un truc qui me sidère, c'est au début de l'année, quand on a les élèves, donc c'est des élèves en alternance, il y en a plein qui vont demander l'autorisation pour aller pisser. Et je leur dis, mais en fait, je suis pas le manager de votre vessie, vous êtes des adultes, je vous fais confiance. Si vous devez vous lever, que ce soit pour aller aux toilettes ou faire quoi que ce soit d'autre, vous êtes des adultes, vous allez vous gérer en fait. Et donc voilà, je crois que l'obsession de ma vie, c'est ça, c'est l'émancipation, que ce soit la mienne ou celle des autres. Hyper intéressant. On commence fort avec ce sujet-là. Et du coup, les 12 principes pour mieux vivre sa vie, est-ce qu'on pourrait l'appeler les 12 principes pour s'émanciper? C'est un peu cet objectif-là, mieux vivre sa vie. Euh,
Pas exactement, parce que la petite différence qu'il y a dans le... Je dirais que ce livre, c'est plutôt ce qu'il y a avant même d'arriver à là. C'est-à-dire, ça commence par, ok, tu vas mourir, qu'est-ce qu'on fait de cette info-là? Peut-être que ça peut nous servir comme une bonne nouvelle, entre guillemets, de se dire, ok, t'as un truc qui est sûr dans la vie, si c'est sûr, bah, tout, ça t'oblige à faire des choix. Parce que tu sais que tu vas mourir un jour, t'as pas de faire des choix. Et puis plus on avance, plus on arrive sur des concepts sur le comment vivre au présent, comment différencier le plaisir et le bonheur, etc. Donc en fait, c'est plutôt il y a un seul chapitre en vrai qui ressemble vraiment à l'émancipation, c'est le passage sur le regard, le quatrième chapitre sur le regard des autres, sur comment faire pour trouver ta voie. Que tu l'écrives avec un X ou avec un E d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Mais le livre en lui-même porte pas là-dessus. Je pense que celui qui serait vraiment bien pour l'émancipation, c'est le deuxième, celui que j'aimerais bien écrire ensuite, c'est En couple avec soi-même. C'est le truc de, ok, comment on enseigne l'amour de soi à quelqu'un, qui a un sujet compliqué. Ok, intéressant. Et en plus, là aussi, il y a un lien avec quand tu es dans une phase de questionnement, de changement professionnel, tu as besoin d'avoir cette confiance en toi et de te faire passer toi en premier, en fait, Mm, avant les injonctions de ton mm, employeur, de la société, etc. Donc, mm. c'est intéressant. Et d'ailleurs, Et je dirais même amour plus que confiance. C'est une des relations que j'ai eues, je sais plus avec qui je parlais, qui m'a fait la différence. Je crois que c'est une psychologue. Et elle me disait, en fait, souvent on mélange les deux, alors qu'il y a des gens qui ont confiance en eux, mais qui s'aiment pas eux-mêmes tant que ça. Sarkozy, c'est un exemple, un cas d'école. Sarkozy, il paraît que, après je le connais pas personnellement, mais quand on lit les livres écrits sur lui, c'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui, qui est capable de dire voilà, je suis très bon en ça, 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 mais qui s'aime pas tant que ça. Et il y a une différence entre avoir confiance en ses capacités et s'aimer. Tu vois, alors ouais, j'ai la chance d'avoir les deux, mais je vois bien la différence entre les deux. À la fois, j'ai confiance en moi, je sais que je suis bon dans certains domaines, mais à la fois, quand je suis mauvais dans d'autres, typiquement l'administratif, on en parlait avant de commencer, bah, ça ne peut pas diminuer mon estime de moi, tu vois, de la même manière qu'un ami, mes amis, je les aime pas pour leurs compétences. Il y a des amis en qui j'ai pas confiance professionnellement, tu vois, des amis, je sais très bien que c'est pas à eux que je vais demander de faire un truc pro. Mais par contre, je les aime. C'est pas exactement pareil, tu vois. hmm, ok, hyper intéressant. Ah, il y a plein de sujets dont on peut parler. Alors attends, je vais revenir dans le contexte de où on se connaît aussi. C'est que moi, je me souviens, ça fait des années maintenant, mais je lisais tes posts sur LinkedIn. À l'époque, j'étais active sur LinkedIn. Tu avais toujours un regard différent sur les sujets du recrutement, des RH, etc. Après, tu avais eu ton blog Dessine-toi un emploi, si je Mhm. donne le bon nom. C'est ça. Voilà, donc là, je sais que tu as arrêté d'écrire dessus, mais tu as quand même eu ce gros sujet-là. Et donc, moi, dans le moment où je travaillais en ressources humaines, en recrutement, bah, forcément, c'est des Mm. choses qui me parlaient beaucoup. Et maintenant, tu as ta newsletter, tes emails quotidiens. Est-ce que tu peux juste en parler pour mettre un peu dans le contexte des sujets dont tu parles? Yes, ça s'appelle l'atelier Galita. Vous pouvez le trouver n'importe comment en tapant On dans mettra le Google. lien. L'idée, c'est une newsletter quotidienne, donc tous les matins à 9 h, j'envoie un email. Et il n'y a pas de sujet. Donc en fait, là en ce moment, je parle de politique, mais parfois je parle de dev perso, parfois je vais parler de relations amoureuses, parfois y a pas de sujet, il y a un fil rouge par contre, c'est essayer de faire l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités vont te proposer du contenu qui va être éphémère, qui va être futile et qui va être anxiogène, j'essaye de faire un contenu qui est bah, intemporel, utile et épanouissant. Alors après, j'y arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est la démarche, de la même manière que si on dit que l'actualité c'est du fast-food, bah, j'essaye de faire de la bonne cuisine. Après, de la cuisine saine. Après, tu peux rater ta cuisine saine, mais ça reste quand même de la cuisine saine et pas du fast-food. C'est une bonne description de l'email. Ok, très clair. Eh bien, écoute, je te propose qu'on commence. Moi, j'ai une première question pour toi que j'avais envie de te Mhm. poser pour te challenger un petit peu. Mais vu que tu Mhm. as confiance et amour pour toi, ça va pas te challenger. Par contre, ça va être super intéressant d'y répondre parce que je me base vraiment sur les questionnements et les doutes de l'audience de Postadem. Et très souvent, il y a justement le manque de confiance et un peu le syndrome de l'imposteur. Et je Mhm. me dis, tu as un livre qui s'appelle 12 principes pour mieux vivre sa vie. Je pense que si j'avais écrit un livre avec ce titre-là, j'aurais eu pas mal de questions en mode mais qui es-tu pour écrire ça? Qu'est-ce qui fait que tu es Mhm. légitime pour donner des conseils de Mhm. vie? Parce qu'on me le dit avec Postadem. Donc je me dis en plus avec un Mhm. titre aussi Mhm. marquant, qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est quoi ta place et ta légitimité pour Alors écrire? déjà, on te le dit parce qu'on sent qu'on peut se permettre de te le dire.
Mmh. Tu vois, quand tu dis, on te le dit, ce post ADEME, les gens te posent la question de légitimité. Moi, personne n'a jamais remis en question ma légitimité quand j'enseignais le recrutement. Même quand j'ai commencé à 25 ans et que je venais de sortir, c'est rare. Les gens le font de temps en temps, tu vois. Les gens De disent, temps en ah, temps, mais bien sûr. ils vont dire, oui, mais comment ça se fait que le mec n'est plus recruteur et il enseigne le recrutement. Et donc, je leur explique, mais en fait, tu peux être un bon coach sans être un bon footballeur, c'est même. Mais j'ai l'impression que quand même, si t'avais pas été une meuf, probablement que les gens t'auraient pas remis en question autant. En tout cas, je sais pas si c'est genré ou si c'est juste ce que je dégage et que les gens savent que qu'en fait j'ai pas de problème avec ma légitimité, du coup je sais Alors pas je comment. te rassure, c'est pas très fréquent, hein. C'est pas très Tant mieux. fréquent, mais les quelques fois où ça se produit, Hmm. tu vois, je le note et c'est pour ça que je te pose la question, Hmm. même si c'est qu'une fois. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivée à ce sujet-là, quoi? Et en vrai, c'est pas une question que je pose. J'en parle dans le livre. Le truc de la légitimité, c'est un truc des gens qu'on se rend de l'imposteur. Moi, je me demande. Ça va d'ailleurs que les gens me disent légitimité. J'ai l'impression qu'il y aura un grand Manitou quelque part qui met des tampons à toi, tu es légitime, toi, t'es pas légitime, mais je suis légitime si j'ai envie, en fait. Tu vois, surtout qu'en plus, alors là, pour le coup, c'est l'enseignement qui m'a aidé à comprendre ça. Ou alors peut-être l'inverse, peut-être parce que je comprenais ça que je suis devenu enseignant, c'est que les débutants, ils n'ont pas besoin d'une expertise dans la matière hyper fouillée. Ils ont besoin, alors oui, tu dois avoir 3 mois d'avance sur ton auditoire pour leur enseigner un truc, mais il y a rien de pire qu'un expert où tu comprends plus rien parce qu'il a trop avancé. En fait, si tu veux enseigner à un débutant, il faut lui ramener la base. Là, typiquement, j'ai formé ma meuf au rap. Euh, J'adore Booba parce que Booba c'est une écriture hyper complexe, horizontale. C'est-à-dire que bref, je vais pas faire un cours sur Booba, mais c'est une écriture très complexe. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes, la première fois, pas de gens ne comprennent pas, ils disent ah c'est cliché, c'est gangster. Voilà. Donc, ça a l'air très superficiel alors que c'est très profond. Mais du coup, tu commences pas le rap par Booba avec quelqu'un. Tu commences par des trucs plus simples, du Diams, du Youssoufa, du Kerry James, des gens qui ils pensent A, ils disent A. Et ils le disent en rime. Et puis après, tu montes le niveau des gens qui pensent A, bah, ils disent A plus subtilement, et puis ils font des rimes croisées, et puis ils font des rimes à l'intérieur des mots, puis tu montes de niveau, tu montes. Et en fait, si tu commences directement avec le truc hyper compliqué, ça n'a pas d'intérêt. Pour répondre à ta question, du coup, ça veut dire qu'un débutant, au contraire, est très bien placé pour enseigner. Donc, j'ai beau être au début de ma vie, en tout cas au tiers, au milieu, je sais pas où je suis, l'avenir nous le dira, mais je peux déjà quand même raconter bah, les erreurs que j'ai faites et comment je les ai surmontées, et surtout, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, j'essaye de me baser sur la littérature. Donc en fait, tu vois, typiquement, tout ce que j'ai dit, j'essaie de le vérifier. Alors tout n'est pas vérifiable, donc tout n'est pas vérifié, mais un des livres, par exemple, qui m'a le plus orienté, c'est un livre qui s'appelle Les 5 regrets des personnes mourantes. Bah ça, pour le coup, c'est une info qu'on a. On peut aller voir les gens qui sont sur le point de mourir, leur demander qu'est-ce qu'ils ont regretté dans leur vie, et puis essayer de faire l'inverse. Donc, tu vois, ça, t'es toujours légitime pour être le vulgarisateur, en fait. C'est comme ça que je vois ma mission. C'est de vulgariser ce que d'autres gens ont cherché. Je fais rarement des recherches, et dans ce livre, il n'y a pas beaucoup de concepts originaux. Il y a un concept original, je pense, c'est le concept de... Bah, justement, comment j'en suis venu à l'amour de moi-même. Et le dernier chapitre sur l'art de la triche. En vrai, voilà, c'est peut-être mes 2 concepts originaux, mais tout le reste, bah, j'ai repris des gens qui reprenaient des gens, qui reprenaient des gens, et puis qui faisaient des études. Donc en fait, ta légitimité, elle vient de là, elle vient de ta capacité à déjà ne pas poser le mot légitimité. Je pense déjà si tu as le mot légitimité dans la tête, c'est déjà qu'il y a un problème quelque part. Mais se dire, ok, je vais dire ce que je vois, je vais m'imposer une rigueur de recherche et une humilité. Si les gens me disent, bah ça c'est faux, tu dis, bah ah bon, pourquoi? Enfin, tu vois, c'est ça que la condition, c'est d'arriver avec humilité à remettre en question. Là, tout à l'heure, j'ai eu un débat sur LinkedIn d'un mec qui disait ah, comment vous pouvez, en tant qu'école, dire une connerie pareille. Et je me disais, mais c'est l'inverse, c'est parce qu'on est une école qu'on dit des conneries. Parce que justement, on essaye d'apprendre des trucs, et du coup, bah forcément, on dit des conneries, et l'important, c'est d'être capable de dire, ok, ça c'était une connerie, on revient dessus. Donc t'as pas peur du coup de dire par exemple quelque chose où tu changeras d'avis plus tard, ou tu vas découvrir autre chose plus tard, peur de te planter sur un écrit, ça c'est ok pour toi? Mais j'espère que je vais dire des trucs sur lesquels je vais changer, sinon ce serait triste, tu vois. Il y a plein de trucs que je disais. Prenons la génération Y, avant j'étais fan de ce concept, maintenant je le trouve débile, tu vois, parce que je l'ai fouillé. D'ailleurs, souvent, ce qui est intéressant, c'est que plus tu fouilles un sujet, et plus tu revois des trucs qui rebouclent en fait. Et plus tu fouilles, génération Y, j'avais pas fouillé. Puis un jour, je fouille, j'ai lu ce qui était écrit sur le sujet, je dis ok, en fait, le truc il est bullshit. Et t'as plein de trucs comme ça. Forcément, t'as toujours un truc où t'étais débutant et puis tu vas changer d'avis. Mais c'est normal, il faut être indulgent avec soi-même. Moi, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle. Attends, je vais l'avoir là. Attends. Merci.
qui s'appelle Esquisse d'une goutte de vie, si un jour on nous voit en vidéo. Ouh. Alors c'est un très mauvais livre, ne le cherchez pas. Il est de toute façon plus disponible, c'est un livre que j'ai écrit quand j'ai 17 ans, qui écrit ma biographie, et quand je lis, bah, je vois bien que j'ai tellement changé, et je me reconnais même plus, mais j'ai de l'indulgence avec moi-même, et comme je m'aime, en fait, bah c'est ça, je me regarde avec tendresse, et je dis, ah, je disais ça, mais non, je suis plus d'accord, mais c'est cool, c'est même le concept d'apprendre, ça. En fait, si t'acceptes pas de pouvoir te tromper, bah tu peux pas apprendre, en fait, ça te paralyse. Si tu peux pas accepter de changer d'avis, bah forcément t'es paralysé. Donc non, je suis fier de changer d'avis, et par contre, et c'est ce que les gens parfois ne réalisent pas, c'est que si je parle en public, c'est que je suis sûr de moi, et donc je vais dire les choses de manière appuyée, de manière tranchée. Mais tranché veut pas dire inflexible. Il y a plein de trucs que je disais de manière tranchée, la génération Y c'est trop bien, et je le dis de manière aussi tranchée, la génération Y c'est de la merde. Parce que être sûr de soi veut pas dire qu'on a raison. Je ne parle que quand je suis sûr de moi, par contre, bah, je me trompe comme tout le monde. Écoute, la nuance est super intéressante. Elle me fait cogiter aussi sur moi. Et c'est bien que tu en parles et je suis contente que tu en parles parce que, tu vois, dans le livre Post-Adem, nous, on en parle du fait de changer de voie et Mm. changer de projet. Parce que Mm. c'est une crainte hyper fréquente chez les personnes qui se reconvertissent de, OK, j'ai quitté mon job, j'ai lancé un projet et finalement, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, je me rends compte que ce projet, soit il me plaît pas, soit il tient pas la route, nanana, et je vais changer encore, mais que vont penser les autres? Mm. Et d'ailleurs, j'avais aussi écrit un email, je sais pas si tu l'avais vu, sur le fait de changer soi-même, où je disais, mais en fait, moi, si je croise quelqu'un 10 ans plus tard qui me dit, ah, c'est cool, t'as pas changé, bah, en fait, je vais Ouais, le je me rappelle prendre ce que mal, tu m'as non dit. pas contre cette Mm. personne-là, mais Ouais, je moi, me de me rappelle. dire, attends, j'ai pas évolué. Donc, Mm. ça me parle totalement ce que tu dis là. Et qu'est-ce que tu peux dire justement à quelqu'un qui a cette crainte de changer à nouveau de projet, d'orientation professionnelle? Déjà, bah, déjà dans le livre Post-Adem, il y a déjà des pistes de réflexion. Je rajoute des concepts d'un livre qui s'appelle So Good They Can't Ignore You, Mm. qui est incroyable sur le sujet, où il explique qu'en fait, c'est pas blanc ou noir. C'est pas genre. Le concept même de la reconversion, en vrai, il peut faire peur aux gens parce que les gens imaginent forcément un truc drastiquement opposé. Or, tu peux faire ce qu'il appelle la stratégie du nénuphar, je crois qu'il appelle ça comme ça, c'est de dire, ok, chaque compétence que j'ai développée au poste N-1, bah, je vais m'en resservir pour le poste d'après. Tu vois, alors ce qui, du coup, ce qui multiplie l'intérêt de faire des choses à côté, tu vois, typiquement, là, pour le podcast qu'on a fait toi et moi, quand c'était moi qui t'ai interviewé, bah, les compétences, je les ai eues parce que quand j'avais 15 ans, je faisais de la musique juste pour m'amuser, et donc j'ai appris à monter du son, parce que ça me faisait rigoler de faire des chansons. Quand j'ai appris à monter des chansons, je me suis pas dit un jour ça va me servir, mais un jour ça m'a servi. En fait, c'est ça, c'est que tu développes des compétences au fur et à mesure. Tu vois, donc au début, j'avais un master d'ingénieur commercial. J'ai fini par monter une boîte dans le recrutement. Et du coup, en montant une boîte dans le recrutement, bah, j'ai appris le recrutement. Ce qui fait que du coup, bah, j'ai enseigné le recrutement, sachant que avant, j'avais enseigné aussi le français en Pologne, en Erasmus. En fait, tu vois, tous les trucs se rebouclent. Il y a jamais un moment où je saute et je me retrouve dans un endroit où mes compétences marchent pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est le suicide. Et du coup, comme tu apprends en permanence, et je vous invite à apprendre en permanence, t'as plus besoin de la reconversion brutale. T'as juste besoin du courage de changer de truc. Mais t'es pas censé. Si jamais tu retrouves un truc où t'as plus toutes les compétences, c'est que t'as fait un saut très très fort. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis qu'il y a d'autres manières de faire que juste faire le saut très très fort. Mais ce que tu dis aussi, le fait de garder ton métier un petit peu entre les deux et de cumuler, te permet aussi de faire ça. Et après, la simple crainte du regard des autres, déjà, première chose, on en parle dans le livre, hein, les gens majoritairement s'en foutent de ta vie. Hein. Il y a 2 semaines encore, c'est dramatique, quelqu'un est mort dans les rues de Paris. Personne, enfin, il est mort dans les rues de Paris en public. Donc, si quelqu'un peut mourir dans les rues de Paris en public, imagine à quel point le reste du monde en fait s'en fout de toi. Il y a que toi qui vois que t'as un bouton sur le nez, qui voit que t'as des trucs. Enfin, tu es très intéressé par toi parce que tu es toi-même, mais les autres s'en foutent. Donc, les autres s'en foutent. En plus de ça, la plupart des gens sont bienveillants et aiment pas avoir honte. Et du coup, ils essayent justement de pas faire honte aux autres. La plupart, après, parfois les gens ont des comportements violents, mais la plupart du temps, bah, les gens, ils ont un regard plutôt bienveillant sur toi. Et justement, souvent, ce qu'on appelle le regard des autres, c'est surtout la peur que projette ton entourage. Ton entourage va projeter une peur parce que c'est ton entourage et donc il t'aime. Et donc, malheureusement, un des problèmes des gens qui t'aiment, c'est qu'ils vont avoir tendance à se projeter et avoir peur pour toi. Et c'est cool, parce qu'il fait de nous des humains et c'est très très cool. Mais du coup, c'est peut-être pas les mêmes personnes, c'est pas ces personnes-là que tu dois voir. Moi, le conseil que je vous donne, c'est d'aller voir des gens qui l'ont fait. La reconversion ou le métier que vous visez,
des gens qui ont fait le changement il y a moins de 6 mois, parce qu'après 6 mois, tu finis par oublier. Tu finis par oublier. Moi, si on me demandait comment j'ai monté une boîte, je sais plus en vrai. En plus, ton histoire, tu as tellement raconté que rétrospectivement, enfin, tu l'as modifié. Donc, quelqu'un qui a fait le truc depuis moins de 6 mois et lui demander comment il a vécu, etc., pour avoir un vrai retour qui pourra t'aider. Et après, le regard des autres, c'est un grand sujet. Mais dans le livre, on développe cette idée de, ok, comment je fais pour m'insensibiliser au regard des autres. Et souvent, je vais finir là-dessus, comment je fais si j'ai un marionnettiste. Le marionnettiste, c'est le concept de quelqu'un à qui j'essaye de plaire plus qu'à moi-même. C'est-à-dire, ça peut être un parent, ça peut être son conjoint, ça peut être son boss, ça peut être plein de gens, mais des gens à qui on sait faire plaisir plus qu'à soi-même. Et du coup, on se retrouve enfermé à cause du marionnettiste. D'ailleurs, le marionnettiste n'est pas forcément au courant qu'il est marionnettiste. Parfois, c'est vos enfants. Parfois, les gens font des trucs pour leurs enfants. Leurs enfants sont beaucoup trop jeunes pour leur dire de faire quelque chose, et ils croient qu'ils se sacrifient pour leurs enfants, alors que leurs enfants leur ont rien demandé. Donc, il y a ça aussi à voir. Est-ce que la pression du regard des autres, elle est vraiment dans leur regard, ou c'est toi qui l'invente? Enfin, ou c'est toi qui la rajoute? Ça fait partie des peurs, ouais, le regard des autres. Est-ce que tu partages? C'est intéressant sur le marionnettisme, je ne connaissais pas enfin, j'avais pas cette idée-là en tête. Du coup, j'ai envie de te poser la question aussi de toi, qu'est-ce qui te fait peur? Et notamment, tu vois, le livre, en fait, quand je l'ai reçu, il y avait ma maman qui était chez moi et elle a vu la couverture du livre, elle me dit oula, mais c'est quoi ce truc? En gros, la personne qui a écrit ça, ça va pas très bien, quoi. Tu vois, en plus, il y a la main du squelette derrière. Je lui dis non, mais t'inquiète pas, maman, c'est un livre pour une interview, je t'expliquerai. Et est-ce que, justement, la mort, t'en parles comme étant une boussole. Est-ce que c'est ça qui te fait peur? Est-ce que c'est autre chose qui te fait peur? Toi, ça se situe où? Oh, j'ai peur de plein de trucs, notamment la mort. Même si j'ai écrit Tu vas mourir et tant mieux, en vrai de vrai, c'est pas une perspective qui m'enchante du tout. Après, l'avantage d'être comme moi, d'avoir très peur de la mort, c'est que ça réajuste les autres peurs. Quand les gens ils ont peur, tu vois, parfois bah, les punaises de lit. J'ai des punaises de lit chez moi. Tout le monde est affolé. Je me dis, bah, ça va, on va mourir, tu vois. Là, c'est pas ce truc, c'est pas, ouais, ça me passe au-dessus. Du coup, les peurs que j'ai, c'est la mort, c'est perdre des proches, tu vois. C'est ce genre de peur que j'ai. Euh, Et après, j'ai beaucoup de mal dans le concept du rencard. Voilà. C'est la seule situation dans ma vie où je stresse vraiment, c'est faire un rencard. C'est-à-dire voir quelqu'un où dans le but c'est de faire éventuellement quelque chose, ça me terrifie. Et j'ai la chance ou la malchance de pas être très soumis au stress en fait. J'avais fait le test Assess First. Donc Assess First, c'est une boîte qui fait test de personnalité. Et il m'avait montré que j'étais dans les 2% des gens qui stressaient le moins. Et du coup, ça m'a beaucoup éclairé. Parce que parfois, je vois les gens stressés autour de moi, je me dis pourquoi ils stressent? En fait, c'est juste que je vis pas autant le stress et du coup, c'est plus simple. Sauf dans cette parenthèse du rencard où je suis terrorisé. Euh, que du coup, est une expérience intéressante, ça me permet de me rappeler qu'est-ce que ça fait le stress sur les gens. Mais ouais, j'ai pas, à part la mort et perdre des proches. Quand je dis perdre des proches, c'est pas que perdre parce qu'ils meurent, c'est parce que juste les ruptures amicales, les ruptures amoureuses, sont des choses qui me font peur. Après, j'ai pas peur de vraiment beaucoup de choses, si ce n'est, ouais, en vrai, peur de la mort, clairement. Et juste sur ce que tu disais juste avant par rapport à tes peurs et au fait de ne pas être stressé, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme la confiance en soi, c'est que c'est difficile d'expliquer pourquoi on ne stresse pas. C'est Mm. difficile d'expliquer pourquoi on a confiance. Est-ce que tu Mm. arrives à expliquer ce qui fait que tu es rarement en situation de stress? Bah, déjà la personnalité. Moi, je pense qu'il y a une notion de personnalité. Et après, pour avoir accompagné des gens et que ça a un peu marché, pour le coup, c'est essayer de réfléchir en disant, ok, mais c'est quoi le pire qui puisse arriver? Et en fait, souvent, le pire qui puisse arriver, si tu le fais de manière réaliste, hein, parce que souvent les gens disent le pire c'est que je vais finir à la rue. En vrai, si tu regardes vraiment les stats de qui est à la rue, alors j'ai plus les stats par cœur d'ailleurs sur mon livre, mais une majorité des gens qui sont à la rue sont des orphelins, sont des personnes qui ont perdu leurs deux parents. Peu de gens à la rue ont leurs deux parents dans leur enfance, ont eu leurs deux parents dans leur enfance. C'est souvent des gens orphelins, c'est souvent des gens qui ont eu aussi des troubles psychiques, des difficultés, et c'est ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas d'endroit pour se retourner. La plupart des gens avec qui je discute n'ont aucune chance de finir à la rue, puisqu'en fait, ils ont soit des parents pour les récupérer, soit, enfin, il y a plein. Et donc, en vrai, le vrai scénario catastrophe, c'est souvent pas finir à la rue. C'est souvent, bah, tu vas devoir retourner chez tes parents, et ça va être un peu chiant, et c'est sûr, ça va être très relou. Mais tu vas pas mourir.
Il y a ça qui m'a aidé. Et après, il y a aussi vivre avec 700. J'ai vécu avec 700 euros par mois quand j'ai lancé ma première boîte. Ça aide aussi à se dire, ok, en vrai, je suis pas mort avec 700 euros par mois. Alors, je mets une parenthèse, 700 euros par mois avec ma meuf de l'époque qui payait le loyer et qui me... Voilà, avec une famille derrière, je savais très bien que j'ai... Enfin, je suis pas en train de dire qu'il est facile de vivre avec 700 euros par mois, les vrais gens qui vivent avec 700 euros par mois. Mais quand t'es dans mon cas où t'as un bac plus 5, tu sais très bien que tu peux retrouver un travail quand tu veux, que t'as des gens qui t'accompagnent, etc., mais que t'es qu'à 700 euros par mois, ça m'a permis de voir, en fait, ouais, je peux vivre avec 700 euros par mois. Je meurs pas. C'est pas une vie agréable, enfin, c'est pas une vie agréable. Si ma vie est agréable, mais c'est pas une vie financièrement agréable, mais je meurs pas. Une fois que Mm. tu vois, ça aide. Et oui, vraiment, le conseil que je donne aux gens, c'est imagine le pire. Tu vois, est-ce que vraiment le pire, il est si catastrophique que ça? Première chose. Et deuxième chose, qu'une fois que tu as imaginé le pire, te poser la question de combien de fois tes scénarios du pire sont réalisés. Et en vrai, pas tant que ça. Tu vois, donc ça qui aide à moins stresser. Tu sais que je peux partager cette astuce-là, mais je me suis rendu compte que parfois je me faisais des scénarios catastrophes, tu vois, même sur la santé. Tu vois, tu as un petit problème et je me dis, oh, Mm, mais je vais mourir, ou alors mm, une inquiétude, un problème pro, perso, peu importe. mm, Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que quand finalement ce problème n'en était pas un, je le note. Je mets, ah, ok, j'ai eu peur de ça, ça ne s'est pas ah, réalisé. Et du coup, intéressant. les moments où j'ai des Mm, angoisses, ah là, qu'est-ce qui va se passer? Je reprends la mm, liste et je me dis, ah ouais, non, mais en fait, il est mm, très probable que ça ne se réalise pas et que même si ça se réalise, au final, est-ce que c'est la fin du monde? Pas mm, nécessairement. mm. Voilà. Donc, du coup, par rapport au sujet difficultés que tu peux rencontrer et scénario catastrophe, tiens, il y a une partie de ton livre, j'avais envie de te questionner là-dessus, je me l'étais noté. C'était sur, je reviens dessus, c'est ça, c'est le fait de faire des choix difficiles pour se simplifier la vie. Tu vois, tu as parlé Mm. des 700 euros par mois, on parle de reconversion, on peut se retrouver dans des situations très loin de ce qu'on a connu par le passé. Et donc, sur cette partie-là de se simplifier la vie suite à un choix difficile, est-ce que pour toi, poser sa dème, ça peut faire partie des choix difficiles à faire, mais qui peut simplifier la vie derrière? Et est-ce que toi, tu as un exemple à la limite, alors, t'en parles dans le livre, mais est-ce que tu as un exemple de choix difficile que tu as fait et qui t'a ensuite simplifié la vie? Oui, totalement. Alors déjà, la première partie sur la démission, évidemment que poser ta dème, c'est un choix dur qui simplifie tout derrière. De toute façon, généralement, c'est un peu comme les relations amoureuses, hein. Si tu envisages de poser ta dème, c'est probablement que ça fait longtemps que tu aurais dû la poser. Donc, je, je... Alors, je mets un disclaimer, mais connaissant ton audience, je pense que ton audience, c'est plutôt des gens qui sont des cadres. Enfin, j'en sais rien, mais Il y a de tout, je mets vraiment, le comme pour tout. disclaimer de selon ton niveau de diplôme et ta faculté à retrouver un emploi, ça dépend évidemment. C'est évidemment plus dur. Je veux pas sonner comme quelqu'un de déconnecté avec la réalité. J'ai bien conscience que quand t'as un bac plus 2, c'est plus compliqué de trouver un taf. Mais ce qui m'hallucine, c'est tous les gens autour de moi qui ont des bacs plus 5. On est dans une période où on parle de plein emploi des cadres qui se comportent comme si après une démission, il n'allait rien trouver. Mais j'ai dit, mais voilà, évidemment que tu vas trouver. Bah, si tu veux trouver, en tout cas, tu vas trouver. Donc, en fait, c'est une décision qui est plus dure émotionnellement qu'autre chose. C'est qu'émotionnellement, c'est dur de démissionner. Euh, mais c'est comme une rupture amoureuse, c'est tellement plus une fois que t'es sorti. En fait, ce qui est dur, c'est de passer le cap. Mais une fois que t'es sorti, ça ne peut être que du mieux derrière, parce qu'en vrai, si t'es malheureux, malheureuse dans ton travail, en fait, je comprends pas à quel point les gens acceptent d'être malheureux, malheureux au travail. C'est un truc qu'ils acceptent beaucoup moins en couple. Et par contre, leur travail, ils acceptent, ils sont là, ils disent ouais, c'est 8 heures, c'est pas grave, je me fais chier. Bah, en fait, non, c'est pas possible. Faut en permanence essayer d'améliorer sa condition de travail. Après, ça va pas dire forcément démissionner, mais réfléchir à, ok, qu'est-ce que je veux dans mon travail, comment je vais m'épanouir, etc. Donc oui, effectivement. Démission, clairement un choix dur. Qu'est-ce que je veux partager comme choix compliqué qui aura facilité ma vie? En vrai, plein, notamment de dire la vérité. En vrai, enfin la vérité, en tout cas, de dire ce que je pense. C'est un truc qui me terrorisait avant, de dire tout à ma partenaire. Et en vrai, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus simple quand tu dis tout. Mais vraiment, hein. Et quand j'ai tout, c'est juste qu'à dire, voilà, j'ai du désir pour d'autres personnes, on en parle, on discute. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que les choses dont je pensais qui allaient créer de la colère ou de la panique ou des discussions difficiles,
c'est rarement celle que j'avais anticipée. Il y a des trucs où tu crois que ça va faire un truc de ouf, que tu te traînes comme un secret, tu le dis, et la personne te dit, bah oui, en fait, ouais, ok, cool. Et les trucs qui sont pas, qui t'ont l'air anodins, tu le dis, et c'est la tornade. Et donc ouais, le fait de, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, un des secrets en vrai de ma vie, c'est ça, c'est que je dis la vérité, et du coup, les choses avancent plus vite. Et alors je dis pas forcément aux gens de le faire du jour au lendemain, mais ouais, le plus... De toute façon, si un choix est difficile, c'est probablement qu'il est important. Tu vois, si t'as peur, ce que je dis aux gens, généralement, la peur, c'est une bonne boussole. Tu sais, il y a la fameuse phrase de Facebook, si t'avais pas peur, tu ferais quoi? Mm. Alors je l'amende, moi je dis, si t'avais pas peur, sauf de la mort, tu ferais quoi? Parce que sinon, si j'ai peur de rien, moi, je peux aller faire n'importe quoi, tu vois, je peux aller, ça n'a aucun sens. Je peux C'est une mettre ma vie meilleure en danger. version. Voilà, ça me met la vie en Un danger. Mais autre. si t'as peur de rien, sauf de la mort, qu'est-ce que tu fais? Bah, souvent, les trucs dont t'as peur, c'est les trucs qu'il faut faire. Ouais, c'est intéressant. Il y a une citation de Tim Ferriss aussi là-dessus, sur ce que, en gros, ce que tu repousses le plus, c'est ce que tu dois faire. Tu vois, c'est un peu Mm, dans ce même style-là. C'est mm, qu'est-ce que t'évites et mm, qu'est-ce que ça veut dire de toi. mm. Ok, intéressant ce que tu me partages là sur les choix et comment ça simplifie ta vie. Est-ce que tu as l'impression, toi, aujourd'hui, que ta vie, elle est simple? Ah, ma vie est tellement simple. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles j'ai essayé d'écrire des livres et de partager avec les gens. Et moi, j'ai des gens, ils me racontent leur vie. Je me dis, oh là 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 là, mais comment tu te compliques la vie? La vie est simple, hein. Moi, ma vie, si je me lève, j'essaie de faire mieux que la veille. Et mieux que la veille, ça veut dire il faut que j'ai essayé d'enseigner un truc à quelqu'un. A priori, que j'écrive. Quand j'écris pas pendant longtemps, je finis par déprimer. Euh, et voilà. Et puis, je suis content avec mes proches. Tu vois, j'ai pas de. Ouais, je vois pas ce qu'il y a de compliqué, en fait. Et pour le coup, alors là, là, je sors un peu de la posture d'enseignant et de partage avec les gens. Mais si je prends une posture très personnelle, je suis assez désemparé devant à quel point les gens complexifient leur vie. Alors du coup, quand j'enseigne, j'essaye de me mettre à la hauteur, de comprendre pourquoi, de voir les peurs cachées. L'éducation, souvent, bah, une grande partie vient de l'éducation. Je pense qu'avoir une culture aussi antillaise, ça aide. Il y a un truc de... en fait, ça tranquille, tu vois, par rapport à la culture parisienne que je vois ici où les gens sont hyper Mm. stressés tout le temps. Tu vois, je prends un exemple très concret. J'ai dû déménager. Donc déménager de ici à un truc qui est à 5 minutes. Mais il fallait quand même déménager, c'était chiant. Ma meuf me dit ah ça va être compliqué, etc. Faut faire ci, ça. Je dis mais ça va pas être compliqué. On va déplacer des objets d'un point A à un point B. Je veux dire, qu'est-ce qui peut mal se passer? Et elle me dit ah mais tu comprends pas là là là. Et je dis non mais laisse-moi faire tranquille. Et du coup on a déménagé avec des sacs Carrefour tranquille, truc d'un point A à un point B. À un moment j'ai appelé Supervan qui est une boîte qui fait des trucs de déménagement. Tu les appelles en une minute ils ont une camionnette donc j'ai ramené enfin en une demi-heure ils te ramènent une camionnette donc j'ai ramené les trucs que j'avais pas ramené, j'ai appelé à leur camionnette, ils m'ont fait ça. Et en vrai, on a fait on s'est pas du tout levé à 6 heures du matin, on a fait ça en 3 jours, tranquille. Et elle m'a dit, ah ouais, j'avoue, un déménagement comme ça, c'est chill. Moi, chaque fois quand je fais des déménagements avec mes parents ou avec d'autres gens, c'était toujours, faut se lever à 6 heures du matin, et faire ci, faut tout optimiser. En fait, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est les gens essayent de tout optimiser, sauf le stress. Or, il faut aussi optimiser le stress. Donc, effectivement, là, mon déménagement, typiquement, comme j'ai eu la flemme une journée de tout mettre dans un paquet, j'ai dû faire 2 fois appel à Supervan. Donc, j'ai mis 2 fois 80 €, alors qu'en vrai, j'aurais pu mettre une fois, alors pas 80 € parce que j'aurais demandé un plus grand, mais j'aurais pu mettre une fois 120 €. Donc oui, j'aurais pu gagner 40 €. Mais à quel prix? Au prix de stresser, c'est mort. En fait, c'est mort. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, je fais partie des gens qui stressent le moins, et comme je stresse pas beaucoup, je suis intolérant au stress. Ça devrait être l'inverse, parce que vu que je stresse pas, je pourrais en encaisser plus que les autres. Mais justement, comme je stresse pas, le moindre stress, je me dis mais ça vaut pas la peine. Franchement, vaut mieux pas payer, vaut mieux qu'il y ait 40 € à payer et puis let's go. Pareil, parfois chez des gens, ils téléchargent des trucs illégaux, des films. Puis les sous-titres sont pourris. Et je dis, mais attends, tu vas pas payer 3 € et on l'a normalement? Je dis, mais non, tu crois pas? Non, non, vas-y, laisse-moi, je paye 3 €. Je paye 3 € pour la tranquillité d'esprit. Et ben, c'est ça, c'est que ouais, les gens se compliquent parce qu'ils n'optimisent pas la variable stress. Ils optimisent tout, et même pas la variable stress. Or, moi, je passe mon temps à l'optimiser cette variable. Si compte de l'argent, compte du temps, je préfère faire les trucs plus lentement et moins cher. Et voilà, et pas stresser. Là, tu vois, typiquement,
J'étais un peu stressé sur l'atelier, donc c'est ma newsletter et aussi mon entreprise à côté, parce que les premiers mois, là, en janvier, j'ai pas fait 1 euro de chiffre d'affaires. Mais en fait, c'est pas grave. Tu vois, je fais une pause et puis je reprendrai quand je veux reprendre. J'ai pas d'enjeu. Donc, tu vois, ce Mm. truc de, en fait, c'est pas grave. Il y a un livre qui est en face de moi dans la bibliothèque, et je sais pas si tu l'as lu, mais il s'appelle Rien à foutre. J'ai pas lu. Alors, je te le résume, c'est très simple. C'est que, quel que soit le domaine de ta vie, quel que soit le problème, tu te dis, mais en fait, rien à foutre. Rien à foutre qu'un tel, il pense ça de moi. Rien à foutre que, bah là, tu vois, j'ai fait qu'1 euro de chiffre d'affaires. Et c'est hyper intéressant de dire ça parce que tu te rends compte que ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie. Et ça me parle ce que tu dis parce que j'étais en coaching avec mon coach juste avant notre rendez-vous. Et en fait, moi, le prisme sous lequel je suis, c'est un petit peu comme toi, c'est la tranquillité. C'est-à-dire que ce qui va me driver, ça va être le fait d'être tranquille, de ne pas avoir à faire des choses compliquées, de ne pas être stressé, Mais t'as d'avoir pas des toujours été obligations de comme contrôle. ça. J'ai pas toujours été comme ça. Moi, je t'ai Alors, pas connu toujours comme ça. La question, non, c'est comment t'as fait pour changer? on inverse le podcast, on va faire Tu comme vois, si moi, c'est ça que j'essaie de craquer comme code. C'est les gens. Parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Mais comment on fait pour l'enseigner? Tu vois, comment on switch? Ouais. Je pense, je vais me prêter au jeu aussi, tu vois, il y a deux choses. D'une, je me suis rendu compte que c'était sans fin. C'est-à-dire que tu penses toujours que là, ok, tu vas régler ce problème et te dépêcher pour ça, Mmh, et ensuite tu seras mmh, tranquille. Et en fait, mmh, mmh, ben, il y a de nouveaux problèmes mmh, qui arrivent. Donc je me suis dit, bah, autant être tranquille là maintenant. mmh, C'est mieux vaut un tien que deux, tu l'auras. Et ben ça mmh. marche pour la tranquillité pour moi. Ok. Et le deuxième truc, j'avais écrit un email là-dessus il y a longtemps, j'avais appelé ça, je crois, le syndrome de l'auto-cuite. Alors en plus, je bois pas, donc c'est un peu, mais tu sais, quand t'es saoulé par quelque chose, et ben tu peux t'auto-saouler. Dans le Mmh, sens où quand tu te prends trop la tête, au bout d'un moment, t'as retourné le truc dans tous les sens, mmh, t'en as juste marre, t'as envie de passer à mmh, autre chose. Et je mmh, pense que pour moi, le stress, c'est ça. Mes études aussi, j'étais très scolaire, toujours première de la classe, à faire mes devoirs à mmh, l'avance, tout nickel et tout. Et la dernière année de mes études, j'étais plus du tout comme ça. Et les gens qui m'ont connue à la fin de mes études, m'ont pas connue de la même manière, mais parce que j'en avais mmh, marre de me prendre autant la tête. Donc mmh. je pense que c'est ça qui joue. Voilà, Ok, c'est marrant parce que le je premier pense. principe que tu décris, c'est un des concepts du livre qui s'appelle La vie est un escalier, mais vous ne Oui. vivez que sur une marche à la fois. C'est qu'en fait, t'as pas d'arrivée. T'as pas un moment où t'es là et tu dis ouais, quand j'aurai un salaire de temps, ce sera cool. En fait, une fois que tu auras un salaire de temps, tu vas vouloir plus, et etc., etc. Et donc, en fait, un des trucs les plus sous-estimés de l'esprit humain, c'est la capacité d'adaptation. Et donc, en fait, on s'adapte à tout. Au malheur, mais aussi au bonheur. Donc, à un moment, quand tu as un truc, bah, ça t'a l'air banal. Moi, mes premières ventes que j'ai fait des formations, j'ai vendu pour 1500 € ma première formation. J'étais comme un fou parce qu'à la base, je me disais si je fais 700 €, c'est incroyable. Je fais 1500, c'était une sensation extatique. J'étais en extase. La deuxième, je fais 2500, c'était incroyable. Maintenant, quand je fais 2500 sur une formation, je suis un peu déçu, tu vois. Et en fait, mon standard, il s'est rehaussé. Et c'est un truc à la fois les plus tristes et les plus cool de l'esprit humain, c'est que à la fois c'est triste parce que du coup, t'as te force à, tu veux pas t'as jamais un truc qui va te contenter tout le temps, mais à la fois c'est cool parce que ça t'oblige à évoluer, et à la fois c'est cool dans l'autre sens parce qu'au fait, tu t'habitues aussi aux mauvaises choses. Donc, tu vois, là, quand t'as un truc qui t'arrive, prenons la santé. Tu vois, j'ai des douleurs parce que j'écrivais sur mon lit avec un ordi portable. Ne faites pas ça. Je le dis à tout le monde, hein, s'il y a des gens qui ont moins de... J'ai donné un âge, en fait, non. Si vous êtes en bonne santé de vos articulations, n'écrivez pas sur un ordi portable dans un lit. Ça a l'air d'être le rêve. Les gens sur Instagram te vendent ah, je suis sur un lit, je suis sur une plage et tout. En vrai, c'est pas bon pour ton dos. Et donc, j'écrivais comme ça, et j'ai fini par me faire ce qu'on appelle une névralgie cervico-brachale. Et donc, j'ai mal, ça fait 4 ans, 5 ans, j'ai toujours mal à la main droite, toujours au Ah oui. moins un peu mal à la main droite. Au début, ça me déprimait. Maintenant, je vis avec. C'est une douleur que j'ai vu que j'en mourrais pas, qu'elle s'aggravait pas. Mon kiné m'aide un petit peu à la soulager. Et ce truc qui me paraissait déprimant à l'époque, maintenant ça va, je me suis habitué. Ben, Donc en fait, ton esprit finit par s'habituer. c'est la fameuse étude dont on parlait et dont tu Oui, parles toi aussi sur oui, le fait de devenir millionnaire ou de devenir handicapé. oui, tout à fait. C'est que, alors peut-être que tu peux l'expliquer mieux que moi, mais de moi ce que j'en ai retenu, c'est que ils ont fait l'étude d'un niveau de bonheur et que les personnes qui sont devenues nouvellement millionnaires versus nouvellement handicapées, à court terme, effectivement, tu as un niveau de bonheur sensiblement différent entre les deux. Par contre, si tu les prends beaucoup plus tard, mais j'ai plus les chiffres en tête, Bon, et après, ben en fait leur niveau de bonheur s'égalise quasiment, hein. C'est un petit peu en dessous pour les personnes c'est ça. handicapées, mais on y est C'est presque ça. Et pour parce le qu'on coup, s'habitue à tout. on a étudié des personnes tétraplégiques, pour être précis, et des personnes qui gagnaient au loto, et c'est exactement ça. C'est leur niveau de bonheur. Au bout d'un moment, tu t'es habitué à ton quotidien. Mm, mm. Donc ouais, tout à fait. Ok.
Ok, ok. Dans le sujet simplicité, tranquillité, il y avait une partie de ton livre sur laquelle je voulais revenir. C'est sur le fait de créer de l'espace et d'abandonner des choses. Tu parles de la nécessité Mhm. d'abandonner des choses, tu parles des Mhm. 6 domaines de vie. Et en fait, quand on est dans un processus de reconversion, c'est quelque chose qui nous prend la tête, pas forcément négativement, mais qui prend de l'espace mental, qui prend de l'énergie, qui prend du temps, qui prend de nos ressources. Et du coup, est-ce que pour toi, ça veut dire que c'est nécessaire quand on est dans une reconversion d'abandonner certaines choses? Comment est-ce qu'on alloue son temps, son énergie quand on est là-dedans? Hmm. Ah ouais, c'est une vaste question. La théorie des 6 domaines que j'ai pas inventée, hein, que j'ai volé à quelqu'un qui ne savait pas où il l'avait volé lui-même, donc je pourrais pas dire d'où ça vient. Je sais juste que c'est à Oussama Ammar que je l'ai volé et que lui il l'a volé à quelqu'un. C'est le fait de se dire, ok, il y a 6 grands domaines. Alors le chiffre est pas important, mais c'est l'idée de dire il y a plusieurs domaines. Il y a la vie amoureuse, la vie amicale, la vie au travail, tes hobbies, etc., etc. Et que en fait tu ne peux te mettre à fond que sur 2 à la fois. En gros 2 journées de 8 heures. Et que c'est compliqué de maintenir plus que 2. Et pour le coup, ça a toujours été vrai. Dès que je suis à fond sur l'école de recrutement, donc la boîte qui m'emploie, ou l'atelier, bah, j'ai du mal à travailler mon couple. Dès que je suis à fond sur mon couple, bah, c'est ce qui est le cas en ce moment, bah, j'écris moins sur l'atelier. Et donc en fait, alors ça va dire que j'abandonne, je continue quand même à écrire sur l'atelier, mais c'est dur de maintenir une énergie sur 3 sujets de front. Ça m'arrive, là, avant les vacances de Noël, j'ai fait 3 trucs de front. Mais ça peut durer un mois, mais tu te crames très vite. Ça veut dire que tu fais des journées à 15 heures. Et donc, t'as besoin de réussir à prendre une partie de ton temps que tu vas réorienter. Après, rien ne t'empêche de le faire progressivement. C'est-à-dire de dire, OK, là, ma reconversion, c'est mon projet que j'ai envie de travailler en ce moment. Je vais passer 1 heure par jour. Puis 2 heures par jour, puis 3 heures par jour, etc., etc. Je veux pas non plus décourager les gens qui se diraient ah j'ai qu'1 heure par jour. En vrai, 1 heure par jour, si elle est fréquente, ça fait beaucoup à la fin. Juste il faut que ça soit fréquent. Mm, mm. Et pour le livre, justement, je voulais faire un petit moment coulisses par rapport à l'écriture du livre, de comment tu as géré l'écriture du livre. Je sais que toi, tu as pris plaisir à écrire ce livre. Comment tu as Ouais. organisé ça en parallèle de tes activités, de ton couple, enfin, ces domaines de vie? Ma question, c'est quel principe sur les 12 sur lequel tu as préféré, on va dire, te renseigner, étudier et écrire? Ah, intéressant. Première chose, comment j'ai fait? Bah, j'ai respecté mon principe, j'ai donc pris des vacances. Donc, pour écrire le livre, j'ai dit à ma boîte, ok, bah, je suis pas là pendant un mois. Donc, j'ai pris un mois de vacances, et pendant ce mois de vacances, j'ai écrit 3 quarts du premier jet, hein, grosso modo. Et puis, j'en ai écrit le reste 2 semaines avant, et puis 2 semaines après. Donc, le premier jet a été écrit très vite, en fait. En un mois et demi, j'avais le premier jet. Le reste c'était plus dur. Me remettre sur le deuxième jet, en vrai, il a fallu que j'attende 6-7 mois avant de m'y remettre. Et puis le troisième jet, puis la version finale, on a pris 1 an et demi, 2 ans. Au final, ils se sont écoulés 3 ans, voire plus, hein, en février 2018, ouais, 3 ans et demi. Ils se sont écoulés 3 ans et demi jusqu'à pour arriver au bout. Parce qu'il y a eu des galères, bref, je rentre pas dans les détails, mais des galères surtout de presta, toi, de comment aller au bout du livre, parce qu'un livre c'est pas juste le texte, je l'avais écrit rapidement. Après, il faut des gens pour imprimer, etc., etc. Euh, et le chapitre sur lequel j'ai... Donc oui, le livre, si j'avais pas pris un mois de vacances, ça aurait été mort. Mais d'ailleurs, on n'y pas. Il y a un moment, toi, quand t'as écrit ton livre, tu m'as présenté un plan, je me suis dit, oh là 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 là, je vais pas la décourager, ça sert à rien. Donc je vais pas lui dire, c'est mort, mais je vais quand même lui dire, ah, t'es sûr? Ça fait quand même beaucoup, hein, de tout faire en même temps. Voilà. Et finalement, cette manière-là n'a pas pu fonctionner, et t'as trouvé une autre manière qui a fait que tu t'es entouré de co-autrices, etc., etc. Bref, tu sais mieux que moi. Mais voilà, il y a quand même cette notion, tu peux pas tout mener de front, ça n'existe pas. Et je trouve qu'on est très injuste à nous projeter ça. Je trouve qu'il y a un peu ce truc de là, tu sais, la super working mom, je fais tout, à la fois je suis une bonne maman, à la fois je suis un peu machin, là, 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 et en fait, je trouve qu'il y a un truc un peu culpabilisant là-dessus, mais bon, c'est pas mon sujet. Je pense que pareil, tu dois savoir mieux que moi là-dessus. Mais voilà, tu peux pas tout mener de front. Et pour revenir à un truc qui me concerne, voilà, le truc de Elon Musk qui fait 18 heures par jour, et je sais pas quoi là, en vrai, je sais pas déjà, je sais pas un si c'est vrai, et deux si c'est vrai, c'est pas souhaitable. Donc voilà, un peu se détendre sur le fait que faut aussi ménager sa monture. Et ta deuxième question, quel chapitre j'ai préféré, alors Écrire. pas écrire si j'ai bien compris, mais sur Alors, lequel j'ai préféré apprendre.
c'est clairement le chapitre sur le bonheur. Parce que c'est le chapitre sur lequel je partais du plus loin. C'est-à-dire que j'ai dû lire en même temps d'écrire mon livre. Autant le reste, j'avais déjà les sources. Toi, le premier, en fait, c'est sur la mort. En vrai, je l'ai pris dans L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, qui est un livre qui remet au goût du jour le bouddhisme. Il y a un chapitre sur la perception, je l'ai pris dans L'obstacle et le chemin, qui est un livre qui remet au goût du jour le stoïcisme. Donc ça nous fait aussi le lien sur dev perso versus philosophie. Il y a plein de bouquins de dev perso qui sont en fait juste du remarketing de ces philosophies. D'ailleurs, ils s'en cachent pas, hein, c'est pas une attaque, au contraire. C'est au contraire trop bien qu'il y ait des gens qui vulgarisent. J'aurais jamais appris le bouddhisme sans l'art subtil de s'en foutre, parce que ça aurait été trop complexe pour moi. C'est cool d'avoir quelqu'un qui résume. Et sur le bonheur, par contre, j'avais jamais étudié donc Dan Gilbert, qui est l'auteur que j'ai regardé, et j'ai appris trop de trucs. J'ai appris notamment, est-ce que c'est vrai que en pensant à quelque chose, on a plus de chances de le réaliser? En vrai, pas tant que ça. Et il y a une expérience qui te montre que quand les gens ils ont fantasmé sur quelque chose, du coup leur cerveau a moins envie de le faire parce qu'il a déjà fait dans ses rêves. Il prend le truc de il vaut mieux avoir des remords que des regrets, un truc qu'on dit tout le temps. C'est vrai, mais c'est pas vrai comme on le pense. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent peuvent faire une expérience. Essayez de penser à une fois où vous avez eu un remords, c'est-à-dire vous avez fait quelque chose de mal et qui vous pèse sur la conscience, versus quelque chose que vous regrettez parce que vous l'avez pas fait. Si vous prenez un peu de temps pour réfléchir, il y a probablement que vous aurez plus de mal à trouver le remords que le regret déjà, mais une fois que vous aurez trouvé le remords, probablement qu'il vous pèse beaucoup plus que le regret. Moi, quand j'ai un des pires remords que j'ai, c'est que j'ai dit à mon père un truc horrible, je lui ai dit, mais de toute façon, t'es qu'un géniteur et un taxi, tu vois. Mais en vrai, j'étais un ado, je suis ma crise d'ado, et quand j'y repense, ça me fait très mal d'avoir dit ça à mon père, et mais je l'oublie, en fait. Et pourquoi je l'oublie? Et c'est là que Dan Gilbert nous explique, il explique qu'il y a dans notre cerveau, dans notre esprit, ce qu'il appelle un système immunitaire psychologique, qui fait que quand tu vis un truc trop violent, ton cerveau le dissout. Là, c'est un peu comme les anticorps. Donc là, j'ai vécu cette culpabilité d'avoir dit ça à mon père, mon système le dissout. Le problème des regrets, c'est que ton système n'a rien à dissoudre. Si tu n'as pas fait la chose, si tu regrettes de ne pas avoir fait quelque chose, ton système n'a rien sur lequel il peut dissoudre. Donc il ne peut pas inventer un narratif pour te soulager. Et c'est aussi pour ça que les plus grandes douleurs sont aussi celles qu'on oublie le plus. Alors que les douleurs intermédiaires, les cailloux dans la chaussure, tu as le regret, ça. Le regret, c'est un caillou dans la chaussure. C'est une petite douleur incommodante qui reste infiniment et qui finit par devenir une très grande douleur. Ça, le système immunitaire, c'est pas très bien le gérer. Alors qu'il gère très bien le remords. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir de remords que de regrets? Oui et non. Le remords fait plus mal, mais tu l'oublies. Et donc, c'est ça que tu as découvert et qui t'a le plus... Ouais, le truc il fait des études où il te montre que quand les gens te disent un des pires trucs qui pourraient leur arriver, c'est d'être siamois. Et quand on étudie le bonheur des gens qui sont vraiment des frères siamois, des sœurs siamoises, on se rend compte qu'en fait, ils sont pas moins heureux que les autres. Et donc, ils se posent la question de, est-ce qu'ils sont moins heureux parce qu'ils ont parce qu'ils sont autant heureux parce qu'ils savent pas vraiment ce que serait le bonheur sans, et en fait, ils ont juste une échelle différente, ou est-ce qu'ils sont vraiment autant heureux? Et donc, c'est des questions comme ça qui se posent, et son livre est passionnant, il est incroyable. Il s'appelle, Stumbling on Happiness. Et ce livre, il est fou. Pareil, il étudie est-ce que le mariage ça rend heureux, est-ce que l'argent ça rend heureux, est-ce que les enfants ça rend heureux. Enfin, c'est ouf. Et tu vois, c'est découverte ou réflexion que tu as pu faire, toi, dans le processus d'écriture du livre. Je me mets à la place de quelqu'un qui le lit, comme moi, par exemple, ou quelqu'un qui écoute là le podcast. C'est qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de réflexions, de changements de perspective aussi. Comment tu conseilles de le lire, le livre? Est-ce que tu vois ça alors tu en parles dans l'intro, mais de choisir un principe et de faire en sorte un peu de l'appliquer, tu vois, comme les accords Toltec, c'est que c'est bien de le lire, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu recommandes là-dessus? J'avais même pas envisagé, avant que tu me dises que tu l'avais lu dans le désordre, j'avais même pas envisagé que les gens lisaient dans le désordre. Mais en vrai, oui, les 12 principes sont quasiment indépendants. En vrai de vrai, tu peux lire dans le désordre, ça changera pas grand chose, si ce n'est que j'ai pensé une sorte de logique, tu vois. Chapitre 1, tu te rends compte que t'es mortel. Ok, tu te rends compte que t'es mortel, ça implique que la volonté, c'est faire des choix. Parce que vu que tu as un temps limité, tu veux pas tout vouloir, faut bien que tu choisisses. Une fois que tu sais ça, ok, comment je fais pour avoir une bonne perception? En fait, de fil en aiguille, et tu finis par passer à l'action, etc. Donc il y a un cheminement, il y a une logique. Donc évidemment que si je le présente dans cet ordre-là, c'est que je te le conseille dans cet ordre-là. Maintenant,
Tout va dépendre de ta problématique. Évidemment, si ta problématique c'est le regard des autres, bah, commence par le regard des autres. Si ta problématique c'est comment vivre dans le présent, bah, commence par le présent. Il y a pas de, je pourrais pas recommander d'ordre. Non, j'ai pas d'ordre à recommander. Je suis en train de réfléchir à est-ce que je, Et surtout, non. comment on met ça en œuvre et en pratique. Et que, d'ailleurs, toi, tu vois ce que tu as appris, par exemple, là, sur les études sur le bonheur, qu'est-ce que tu en fais dans ta vie? Bah, typiquement, avoir étudié le bonheur m'a permis de faire de meilleurs choix. Dans les études sur le bonheur, typiquement, ils te montrent à quel point on fait souvent le choix qui nous rend plus malheureux parce qu'on fait le choix avec le plus de possibilités. Et ils t'expliquent qu'en fait, moins t'as de possibilités, plus t'es heureux. Truc très contre-intuitif des gens qui disent ah je veux laisser plein d'options ouvertes et du coup en fait ça te tiraille tant que t'as pas fait un choix. Et une fois que t'as fait un choix, justement, un mécanisme qui est semblable au système immunitaire psychologique va te dire, ok, bah, ça va te réconforter sur ton choix et tu vas t'auto chauffer là-dessus. Alors que quand t'es entre deux choix, t'es toujours tiraillé. Donc il y a ce truc qui m'a servi. Le vrai truc qui a changé chez moi après le livre, c'est la consommation de sucre. C'est-à-dire que j'ai lu un autre auteur sur le bonheur qui s'appelle Robert Lustig et qui différencie le plaisir et le bonheur. Pareil, ça m'a beaucoup influencé, le fait de différencier le plaisir et le bonheur. Même dans ma vie, en vrai, ça m'oriente encore aujourd'hui. Et qui te montre qu'en fait, le sucre, c'est plus toxique que ce que je pensais. Et du coup, j'ai diminué drastiquement ma consommation de sucre. Et ça répond à ta question plus largement. Il faut déployer des changements auxquels tu crois de manière enthousiaste. Sinon, ça marchera pas. C'est comme les régimes où si tu crois pas. Là, quand j'ai lu Robert Lustig, j'étais convaincu qu'il avait raison. Et j'étais tellement dans l'enthousiasme du truc que bah, ça m'a porté. Et j'ai pas vécu l'arrêt du sucre comme une punition. Et autre truc que je conseille, c'est quand je déploie un changement, l'indulgence. Tu vois, typiquement, très rapidement, quand j'ai arrêté le sucre, les croissants m'ont manqué. Je dis, ok, bah vas-y, je mange des croissants. C'est tout. Je mange pas de sucre, sauf des croissants. Pareil, végétarien, je mange pas d'animaux, sauf des crevettes. Tu vois, au bout d'un moment, tu vois, il faut aussi être indulgent avec toi-même et pas. Vaut mieux être végétarien mais tu manges des crevettes ou être sans sucre et tu manges du croissant que bah, de pas être végétarien ou de manger du sucre si t'as décidé de ça, hein, je parle de faire un jugement sur les gens qui mangent du sucre ou les gens qui mangent de la viande, mais si t'as décidé de devenir végétarien, végétarienne ou d'arrêter le sucre, vaut mieux avoir tout fait presque bien que pas du tout. Souvent, les gens sont bloqués parce qu'ils se disent ah bah comme j'arriverai pas à faire le changement parfait, eh ben j'y vais pas du tout. Bah non, faire un petit truc, vaut mieux faire à moitié que pas du tout, ouais. Le mieux vaut fait que parfait, et c'est toujours ça. Ouais, Même ton souvent. sucre, tu diminues de 50%, t'as Ouais, déjà énormément ouais, gagné. Hein. ouais, de ouf. Souvent, alors ce conseil est pas vrai tout le temps. Typiquement, je dirais pas à quelqu'un, vaut mieux faire un couple à moitié que pas le faire du tout. Je pense que vaut mieux faire un couple à fond. Vaut mieux pas le faire à C'est moitié. vrai. Mais dans beaucoup de cas, en tout cas les changements personnels que tu mènes, bah, faut voir des pas, des avancées et être indulgent. Tu vois, tu faut pas les gens se mettent auto la pression. Ça reste pour toi, tu vois. Si tu deviens végétarienne pour toi, bah, ça devrait pas être une punition. Mm. D'où aussi le stress qu'on peut se créer sur en fait des choses où c'est pas nécessaire en tout cas. Mm. Et ce serait aussi d'ailleurs Mm. peut-être qu'on réussirait mieux à faire ce qu'on a envie de faire si on avait moins de stress aussi par rapport à ça. Oui. Écoute, c'est hyper parlant. Ce que je te propose, parce que je vois que ça fait bientôt 1 heure qu'on discute, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est quoi le message clé du livre le plus pertinent pour les auditeurs de Postadem en particulier, tu vois, dans cette démarche de reconversion, changement pro, etc. Le message que tu aimerais leur transmettre. Question compliquée ça. Mais en vrai, tu l'as déjà dit. C'est choix facile, choix difficile, vie facile. C'est le fait de se dire, ok, ça va être. Alors, deux choses. Choix facile, vie difficile. Choix difficile, choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Euh, Et le fait aussi de se poser la question de est-ce que je suis pas embarqué dans un chemin qui a été décidé par une personne qui est différente de celle que je suis. C'est moi, certes, mais c'est moi dans le passé. Et parfois, quand je vois des gens qui sont... Il y a des gens qui, je vois très bien, qui sont en train de faire ce que le eux, quand il avait 18 ans, avait décidé, mais en fait, ils n'ont plus envie. Donc en fait, de pas s'accrocher à une décision d'un enfant, en fait. Il y a des gens, ils sont dictés par la décision d'un enfant, finalement, enfin d'un ado, qui était eux, mais qui a changé. Donc ça, c'est de pas tomber voilà, dans l'illusion, ce qu'on appelle l'illusion de la fin de l'histoire, c'est de croire qu'on ne change plus. Alors qu'en fait, on change énormément en permanence, et
de voir sa vie en vrai comme plusieurs vies. Il y a une BD que j'adore qui dit ok, en fait, vous avez 11 vies. 11 vies qui durent 8 ans chacune, Ouais. et dans ces vies, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez passer une vie à être poète, passer une vie à être contrôleur de gestion, passer une vie à. Voilà. Et en fait, moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Là, j'avais fait le compte la dernière fois, je suis à ma quatrième vie, mais je suis très content. Si j'ai pas du tout la même vie que quand j'étais chrétien, que je mangeais de la viande et que j'étais étudiant en école de commerce, tu vois. Là, j'ai une autre vie et j'ai fait le deuil de moi-même. J'ai pas de problème à, à mourir symboliquement, tu vois. Alors, il y a des gens, ils ont tellement peur de mourir symboliquement qu'ils restent accrochés à ce qu'ils sont jusqu'à la fin, tu vois. Pardon, mais d'ailleurs, végétarien, en ce moment, je me pose la question, je me dis, oh, est-ce que je recommencerai pas à manger de la viande blanche? Je mangerai, pense, plus jamais de la viande rouge parce que je suis convaincu que c'est une mauvaise pour la santé, en tout cas, c'est ce que moi j'analyse de ce que je lis sur la viande rouge. Probablement que moi, j'en mangerai plus. Mais la viande blanche, en vrai, vu qu'elle est moins dangereuse, qu'elle est moins polluante, pour plein de fois, peut-être qu'un jour, j'en remangerai. Et en fait, je vais pas m'accrocher à l'identité de végétarien. C'est pas grave. Un jour, je suis plus végétarien, c'est pas la fin du monde. J'aurais respecté mes propres règles. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Essayer de pas rester figé sur une identité parce que tu te les définis. T'es pas juste contrôleur de gestion, tu es plus que ça. Et donc, si tu arrêtes ça, bah, tu auras autre chose, même si tu ne le sais pas encore ce que tu auras autre chose. Personne ne finit dans un vide intersidéral pas défini, tu vois. Si t'arrêtes d'être contrôleur de gestion, même si ça te définissait avant, bah, tu seras autre chose après. C'est ça le truc, c'est d'essayer de penser rétrospectivement et de te rendre compte bah, qu'à chaque fois t'as rebondi en fait. Et si tu l'as jamais fait, bah regarde autour de toi, tu vas voir, ouais, ce truc de mourir symboliquement pour créer une nouvelle vie. Je saurais pas le mieux le dire que cette phrase-là. Excellente conclusion. Ça me va très bien. Écoute, un grand merci Nicolas, c'était passionnant cette discussion. Et on va mettre les liens du coup vers ton livre en description de l'épisode. Mais du coup, voilà, à l'oral, pour ceux qui ont accroché, qui ont envie de lire plus, qu'est-ce que tu leur recommandes pour te suivre? Clairement l'atelier. C'est là où j'écris tous les jours. Donc là, vous tapez juste Atelier Galita, c'est la newsletter tous les matins à 9 heures, enfin tous les matins de la semaine. Donc gratuit, parce que le week-end c'est payant, mais en tout cas les 5 jours de la semaine ils sont gratuits. Et c'est l'endroit c'est de loin l'endroit où je poste le plus. Et d'ailleurs, petit conseil pour les gens qui créent du contenu, essayez les newsletters. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est très violent parfois. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Alors que pourtant, je suis une personnalité qui a pas de problème avec le conflit. Mais j'ai eu tellement marre de me prendre la tête avec des gens sur LinkedIn, etc. Et quand je me prends la tête, hein, parfois c'est aussi moi qui. C'est pas forcément que les. Souvent les gens disent ouais, il y a plein de haters et tout. Mais en fait, faut aussi prendre du recul et dire que bah, toi aussi tu rentres dans le jeu, tu réponds. Donc moi je répondais et tout, mais je me rendais compte que pour la santé mentale c'était pas ouf. Et donc en newsletter, ce qui est cool, c'est que t'es là avec des gens qui ont choisi. Et en vrai, ça se passe beaucoup mieux. Même quand des gens débattent avec moi, comme on débat en one-to-one et qu'il n'y a pas toute une foule qui nous regarde, on a moins tendance à vouloir gagner un truc. Et donc les discussions sont plus apaisées. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant mon Intéressant. canal numéro 1, de très loin, c'est la newsletter. C'est là où je m'exprime tous les jours. Sur le reste, vous avez aussi l'Instagram de l'Atelier Galita, qui est pas géré par moi, qui est géré par ma community manager, qui reposte les emails en format plus digeste. Donc si vous n'aimez pas les emails, ça peut être un format plus pratique de juste avoir des petits trucs Insta tous les jours. Voilà les deux canaux principaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Excellent. Eh bien, écoute, on met ça en lien en description de l'épisode. Un grand merci et à bientôt Nicolas. Yes, merci pour l'invitation.